Alors, en parlant de petites choses qui arrivent dans Rails et qui font plaisir, c'est pas dans Rails directement. Mais aujourd'hui, on va parler de Camel 2, et j'ai osé un titre un peu aguicheur, j'avoue. L'essayer, c'est l'adopter. Donc, on va essayer d'y répondre un peu. Il y a pas mal de démos, j'espère que ça va marcher. On y croit. Donc moi, c'est Paul, bon, on se connaît déjà pas mal. Je suis responsable de l'infrastructure chez Semeya, j'ai aussi la casquette de DPO, et donc je suis chez Semeya depuis 2018. Semeya, on l'a déjà présenté pas mal de fois du coup, mais je vous ai mis une petite vidéo cette fois-ci. En gros, on récupère plein de données de santé qui peuvent provenir de plein d'endroits différents, que ce soit des hôpitaux, des labos en ville, des patients directement qui sont équipés, connectés avec plein d'appareils. On récupère tout ça et derrière, on va pouvoir avoir des dashboards et aussi lever des alertes pour aider les médecins à mieux suivre les patients. Donc, on suit notamment des patients atteints de maladies chroniques, parce que donc des patients atteints de greffe du rein par exemple, de différents cancers, de maladies mentales, etc., etc. Pareil comme Fabien, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on est plusieurs têtes ici ce soir, donc on pourra vous répondre. Qui connaît Kamal? Ok, oui, moitié là-bas. Avez-vous déjà déployé une application sur Internet? Donc quand je dis ça, c'est vraiment vous-même, en gros, vous avez pris un serveur, vous avez déployé quelque chose dessus, voilà. À peu près moitié-moitié du coup. Très bien. Aujourd'hui, on va parler de Kamal, et avant de vous expliquer exactement ce que c'est Kamal, un bref historique, et après on va vraiment rentrer dans le dur. C'était créé en janvier 2023 sous un autre nom, MRSK. En août 2023, c'est renommé Kamal. En octobre, je l'ai appris hier, il y avait une présentation, il y a un an, octobre dernier, il y avait une autre présentation de Bruno, qui avait déjà présenté la première version de Kamal. Et du coup, aujourd'hui, je vous présente la version 2 de Kamal qui vient tout juste de sortir. Et donc, Kamal, c'est un outil qui est créé et maintenu par Basecamp, et notamment par le fameux DHH, qui en parlait énormément et qui a beaucoup parlé de ça suite à la Rails World, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est pour ça que voilà, il y a eu beaucoup de discussions sur Twitter, et en fait, en voyant ça, je me suis dit, bah, ça peut être l'occasion de regarder un peu plus près comment ça fonctionne. Et comme moi, je suis ancien développeur Rails, maintenant je fais de l'infra, forcément, ça peut intéresser. Alors, quel est l'objectif de Kamal? À quoi ça sert? Vous connaissez tous, si vous faites un peu de Rails, et même si vous ne faites pas de Rails, cette interface, ce petit serveur Rails que vous avez lancé, qui démarre sur le port 3000. Ok, très bien. Ça, c'est que sur votre machine, c'est un peu, c'est pas ouf. C'est sympa, mais c'est pas dingue. Le but de Kamal, c'est de passer de ça à un navigateur qui vous affiche votre site. Je suis pas très doué en CSS, mais l'idée, c'est que là, on est sur Internet, c'est un site qui est déployé directement et qui vous permet de tester ce que vous avez bien local, mais du coup sur un site web. Ça, c'est la promesse de Kamal, de faire ça le plus simplement possible. Et c'est ce qu'on va essayer de voir à travers ce talk. Pour déployer une application sur Internet, avant de revoir vraiment Kamal, il y a deux solutions possibles. Je caricature un petit peu, mais dans l'essentiel, c'est ça. Soit c'est d'utiliser du PASS ou du YASS. Est-ce que ça vous parle ces acronymes ou pas du tout? Moite-moite. Okay. Le PASS, désolé, je caricature un petit peu, mais c'est pour c'est plus simple à comprendre. Le PASS, c'est des outils comme Clever Cloud et Roku, par exemple, où en fait, c'est juste, vous allez donner votre code, et le site en question va s'occuper de le builder et de le déployer pour vous. Donc en fait, vous avez quasiment rien à faire, juste vous donnez votre repo, votre code Rails, et ce sera déployé tout seul. Donc ça marche très simplement, ça marche super bien. En plus, ça gère les certificats TLS, donc pour avoir un site web qui sera sécurisé, une infra sécurisée parce que c'est pas vous qui la gérez, mais du coup, forcément, derrière, bah, ça coûte un peu cher. Quand je dis que ça coûte un peu cher, j'exagère un petit peu. Enfin, si vous avez des toutes petites apps, c'est pas grand-chose, c'est quelques euros par mois. Mais si vous commencez à avoir un peu de volume ou avoir plusieurs apps, en fait, ça va s'additionner. Et donc PaaS, ça veut dire Platform as a Service. Donc là, en l'occurrence, c'est ces sites-là qui vous permettent de très rapidement avoir cette petite plateforme qui fonctionne pour vous. Et du IaaS, ça veut dire Infrastructure as a Service. Donc, du coup, là, c'est un provider type OVH, Scaleway, AWS, GCP, Azure et d'autres, qui vont vous donner directement en fait une machine virtuelle, et c'est sur cette machine virtuelle que vous allez devoir vous-même, manuellement, builder et déployer. Donc là, globalement, c'est à vous de tout faire. C'est ça la grande différence, et surtout, bah, l'infrastructure, c'est à vous de la sécuriser cette fois-ci, puisque bah, c'est vous qui gérez l'AVM en tant que tel, et donc c'est à vous de gérer le firewall, la sécurité de l'OS et ainsi de suite. Mais l'avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher.
et notamment dès lors que vous allez vouloir avoir des performances un peu plus élevées, donc plus de CPU, plus de RAM, ce genre de choses, bah, c'est quand même vachement mieux d'être sur du IaaS parce que ça coûte beaucoup moins cher, mais au prix de devoir gérer des choses vous-même. Et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que bah, du coup, on a un truc qui est super à gauche, mais qui coûte du pognon, et un truc à droite qui est bah, beaucoup moins cher, mais en fait, c'est pas le même métier, parce qu'il y a de l'infra du coup à faire aussi dessus, et ça demande plein d'autres connaissances. Donc si je recaricature encore un peu par-dessus, on a un pass où globalement l'idée, c'est qu'on n'a rien à penser, juste à coder, parce que du coup, on fait juste notre app, on envoie sur GitHub et c'est déployé. Ça, c'est quand même vachement cool. De l'autre côté, pour faire du IaaS, bah, on doit se pencher sur du Docker, du reverse proxy, de la sécurité. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Au final, ça casse la tête. Bon, ça, ce problème, c'est exactement ce que Kamal souhaite résoudre. C'est pour ça que ça a été créé et c'est ça un peu l'ambition qu'il y a derrière. Donc sur le côté marketing, moi je trouve ça marrant parce que du coup, on voit bien la promesse que ce qui est donné et bah, on va voir un peu si ça marche ou pas. Kamal, j'ai loupé une slide. Voilà. C'est Kamal. Les objectifs donc de Kamal, c'est vraiment de rendre le IaaS aussi accessible que le PaaS en tant que tel. Plus associé à ça, donc pouvoir déployer son code sur une machine distante. Donc votre machine qui est accessible au loin, c'est vous qui la déployez sans connaissance particulière. Je vous ai mentionné juste avant du Docker, du reverse proxy, etc., des certificats, du TLS. Bah, c'est plein de connaissances où quand on est dev, on les maîtrise pas forcément et on veut pas forcément, a priori en tout cas, se lancer dessus. C'est pas forcément notre cœur de métier. C'est toujours des bonnes connaissances à avoir. Allez-y si vous êtes curieux, mais en tout cas, c'est a priori pas ce qu'on fait. Et enfin, bah, rendre le déploiement d'applications moins coûteux, donc financièrement vraiment, pour avoir des bonnes performances et une machine intéressante, et agnostique. On ne dépend pas des recours, on ne dépend pas de n'importe quel provider, puisque bah, c'est juste une VM qui est providée par n'importe quel clouder qui puisse être. Et donc tout ça, en 3 commandes sur Kamal. Ça qui est cool. Kamal init, Kamal setup, Kamal deploy. On va les revoir juste après. Les prérequis, et on passe à la démo, donc avoir une VM accessible en SSH. Ça commence par là. Moi, en l'occurrence, j'ai pris une VM qui est sur OVH. Nous, chez CMEA, on a tout chez OVH, donc j'aurai une VM qui est déjà là. C'est une VM qui est quasi neuve, j'ai vraiment rien fait dessus. Donc, si vous partez d'une VM vous-même, ce sera la même chose. Il faut un nom de domaine pour du coup pouvoir se rendre sur ce site et configurer un peu le DNS. Ça, c'est pas très compliqué, c'est pareil, c'est quelques étapes, quelques clics à faire. Il n'y a rien de technique. Il faut un compte sur un Docker Registry, on en reparle juste après. Et un Dockerfile pour build l'app. Pareil. Qui connaît Docker? Ok. Des très brefs rappels, histoire de ne pas perdre les personnes qui ne connaissent pas trop. Un Dockerfile, c'est un fichier dans lequel vous allez décrire exactement comment est-ce que vous construisez votre application. Le but, c'est qu'à la fin, vous allez avoir ce qu'on appelle une image. C'est une sorte de paquet qui embarque à la fois votre code et toutes les dépendances qui permettent de tout faire tourner. Donc c'est vraiment juste tout l'environnement qui permet de faire tourner Rails en l'occurrence, avec le code dedans. Il faut le voir comme ça. Quand on fait un Docker build, on va utiliser ce fameux Dockerfile pour créer une image. Donc c'est ça à la fin, ça nous donne une sorte de paquet, notre image. Si on fait un Docker push, derrière ce que ça va faire, c'est que ça va upload cette image dans un dépôt d'images, un registry. Ce registry, c'est vraiment juste un dépôt qui reçoit plein d'images de plein d'applications différentes. Ça arrive dessus, et derrière, ce que vous allez pouvoir faire, c'est la récupérer. Avec un Docker pool, en gros, c'est juste un serveur de transit. Vous envoyez vos images dessus et vous pouvez les récupérer de n'importe quel endroit, notamment un serveur distant, par exemple. Et enfin, des registries connus, il y en a plusieurs, qui sont d'ailleurs gratuits. Il y a Docker Hub, il y a GitHub, il y en a d'autres. Il y en a pas mal. Ok, démo time. Alors, pour cette démo, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un site Rails directement. Donc, on va vraiment partir from scratch. On va faire une appli Rails toute neuve, toute nouvelle, et on va la déployer. Et donc, on pourra compter. On va pas sortir un chronomètre, mais on pourrait faire le jeu et voir en combien de temps est-ce que finalement ça c'est possible. Alors, on commence une nouvelle app. Donc, Railsview, je vais l'appeler Meetup. Et on va juste ne pas mettre de base de données ici. On n'en aura pas besoin pour la démo. Ok. Ça, c'est fait. Je suis donc dans mon projet Rails. Ici, on va faire maintenant
on va générer une vue qu'on va appeler, enfin un contrôleur pardon, qu'on va appeler meetup aussi. Pas trop d'inspiration. Il manque un mot. Merci beaucoup. Tac. Et donc, si on va voir un petit peu dans notre code ici, qu'est-ce qu'on a? Ça va pour vous, vous voyez bien? On a donc une app Rails qui a complètement été générée. Dans cette app, on va premièrement venir modifier le routeur, tout simplement, et donc rajouter une route pour avoir une page d'accueil par défaut. C'est juste là-dessus qu'on va se baser, comme ça on va pas trop se prendre la tête. Donc ce sera meetup meetup index, et on va juste se baser là-dessus. On va modifier notre petite vue pour pouvoir avoir accès à cette page-là et la rendre un peu plus sexy quand même, mais pas trop non plus. Dans les vues meetup, notre page d'index. Donc, bienvenue chez Semeya pour Toulouse RB. En espérant que la démo fonctionne. Hop. Alors, à partir de là, il me reste une petite chose à faire, c'est un petit détail technique, on va avoir des problèmes. C'est pour, dans les configurations, ici, en production, il faut juste que je... il est où? Ici, là. Je vais assumer que le SSL ne sera pas géré par Rails. Comme j'ai dit, Kamal, enfin, pas encore dit, mais Kamal s'occupera de ça, on verra juste après. Donc, je règle Rails pour pas qu'il s'en occupe. À partir de là, on va lancer le serveur Rails en local et juste voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. On n'est pas trop mal. Ok. Bon, là tout à l'heure, on a dit, ça c'est sympa, on a réussi à le faire. Maintenant, comment on met ça sur Internet? C'est là que Kamal rentre en jeu. Et en l'occurrence, vous allez voir, c'est relativement simple. En quelques étapes, on va pouvoir mettre cette petite app, aussi minable soit-elle, très rapidement en ligne. Première étape, c'est Kamal init. C'est la première commande. Qu'est-ce que ça va faire? Tout sera écrit, ça crée juste 3 fichiers. En l'occurrence, un fichier de configuration qui est dans config.deploy. On va aller voir ça et on ira voir le reste juste après. Ce fichier, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, c'est la configuration minimale qui permet de déployer notre application. Donc en fait, il y a très peu de choses dedans. On va définir le nom de notre app, en l'occurrence Kamal Test. Ici, ça, ce sera le nom de l'image telle qu'elle sera buildée par Kamal. Donc moi, mon nom sur mon Docker registry sera vue à page, donc je vais le mettre comme ça. Et donc c'est Kamal Demo Rails. Mon serveur, il me faut une IP. Donc l'IP de la VM que j'ai pu faire tout à l'heure, c'est 188.165.70.157. Voilà. On veut du SSL, de manière à avoir une app qui sera sécurisée, avec un certificat, quelque chose qui fonctionnera bien. Donc là, de la même manière, on active le SSL, et ensuite il nous faut notre nom de domaine. Le nom de domaine, ce sera tout simplement kamal.semea.io. Et derrière, la Rails, elle, va tourner sur le port 3000, comme d'habitude. On modifie ici le nom de mon username. Ça, c'est le nom de mon username vraiment sur le registry. Donc moi, j'utilise Docker Hub ici en l'occurrence. Vous pourriez en utiliser d'autres. On verra ça juste après. Et au niveau du password, on va le voir encore juste après, mais ce sera la variable qui s'appelle Kamal Registry Password. Enfin, il y a un tout petit truc à faire, c'est activer des variables d'environnement. En l'occurrence, pour avoir, vous connaissez sûrement la Rails Master Key, qui permet de builder le projet et de lancer le projet en environnement de production. Et enfin, il faut juste que je configure le SSH. Mon user s'appelle Paul, et le port, c'est le port 922 sur la machine. Rien oublié, on est bon. Donc là, vous voyez, j'ai écrit une quinzaine de lignes. J'ai une configuration qui déjà va nous permettre de déployer, vous allez voir juste dans un instant. Une dernière précision, juste, c'est sur ce password ici, Kamal Registry Password. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est, en fait, ici on a un dossier .kamal qui a été créé également, avec des secrets. Et dans ces secrets, en fait, on a une variable dans laquelle, ici, je pourrais mettre mon mot de passe. Password, par exemple. Et en fait, c'est la manière dans Kamal de gérer les credentials. C'est vraiment très bien géré. Je trouve ça vraiment assez agréable à faire. C'est que on peut, ça nous évite d'avoir à guider évidemment des credentials ici.
et de passer par ce fichier qui derrière, notamment en l'occurrence ici, va utiliser une variable d'environnement pour récupérer mon mot de passe. Donc là, dans le terminal que vous allez voir quand je vais lancer la commande, en variable d'environnement, j'aurai ce mot de passe. Vous pouvez utiliser tout un tas de choses. Par exemple, pour la Rails Master Key, pour pouvoir la passer aussi à ce fameux deploy.yaml, bah c'est pareil, cette variable-là repose en fait sur celle-ci, c'est un mapping hein, tout simplement qui est fait. Et là, on voit que je vais juste faire un cat du fichier config.masterkey, qui est exactement ici. Donc il va prendre cette valeur et la mettre dans cette variable, qui sera de fait accessible ici. C'est ce mapping-là qui permet de récupérer des credentials. On est bon pour les secrets, et juste par curiosité, vous avez en fait plein d'autres moyens, notamment si vous avez OnePassword par exemple, vous pouvez directement lui demander d'aller chercher dans OnePassword des choses qui seraient stockées. Donc ça c'est vraiment cool. Ok. On va revenir encore plus en détail hein, sur comment ça fonctionne tout ça, mais juste, en fait, on va lancer la deuxième commande qui est Camel Setup, parce qu'elle prend un petit peu de temps, et comme ça, pendant que ça tourne, je vous expliquerai exactement tout ce qui se passe pendant ce temps-là. Donc, la seconde commande, ce que je vais faire d'abord, c'est faire un commit. Let's try Camel. Oups. Ok. Et donc derrière, Camel Setup. Là, on croise les doigts. Donc là, je regarde juste si les logs, ça part bien au début. Ça a l'air de bien partir. Parfait. Donc là, ça va travailler pendant un peu de temps. Et du coup, je vous propose de vous expliquer exactement ce qu'il est en train de faire pour voir toutes les phases qui se font de manière complètement transparente et sans avoir trop de connaissances, de manière vraiment fluide. Alors, le Camel Setup, il se base sur deux choses. J'ai mon Mac qui est là, et j'ai une VM distante qui est chez OVH, avec cette fameuse IP. On l'a vu au début, je vous ai parlé d'une connexion SSH, donc on doit pouvoir se connecter du Mac à la VM distante, c'est un des prérequis. Ici, c'est via le port 922. Également, il faut qu'il y ait un DNS qui soit mis en place, donc juste une URL pointe vers une IP, en l'occurrence Camel sur telle IP. Lorsque je build l'image, la première étape de Camel Setup, ça va être d'installer Docker. Donc tout seul là, il s'est connecté en SSH et il installe Docker sur la VM. C'est même pas à vous de le faire. Donc vraiment, vous avez une VM toute fraîche, elle sort du provider, vous faites un Camel Setup, il va installer Docker et tout ce qu'il faut dessus. C'est pas à vous de le faire. Ensuite, quand vous lancez l'étape suivante du Camel Setup, c'est quoi? C'est qu'il va commencer à faire le build de l'image. Donc là, mon Mac commence à chauffer, il est en train de builder l'image en local, et la prochaine étape, évidemment, c'est quoi? C'est de l'envoyer sur le Docker Registry. Dès que ce sera fini, l'image partira en ligne. Ensuite, dès que ça c'est fait, il reprend la main sur la VM distante, il va venir récupérer l'image de Rails, pour ensuite démarrer une brique qui s'appelle le Camel Proxy. On y reviendra un petit peu après à ce qu'est réellement un proxy, mais c'est ce qui va permettre de gérer les requêtes entrantes sur la VM. Il va générer un certificat SSL, encore une fois, c'est pas à vous de le faire, et enfin, il va démarrer le container. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ça, c'est le Camel Setup, il fait tout ça pour vous. Et c'est finalement toutes les commandes et toutes les instructions qui sont nécessaires pour réussir à héberger un serveur Rails avec quelque chose qui redirige les requêtes devant et gère du SSL. Il fait tout pour vous. L'infrastructure finale qui nous sera donc donnée une fois ce Camel Setup terminé, c'est quoi? Encore une fois, j'ai mon Mac, un navigateur web et la VM distante. Je vais avoir Camel Proxy au milieu. Ce Camel Proxy, en fait, c'est lui qui va faire l'intermédiaire entre Internet et ma VM. Il va réceptionner toutes les requêtes de l'extérieur sur le port 443, donc HTTPS. C'est lui qui va les recevoir. Et donc, quand moi je vais taper camel.cmeya.io, ce sera du HTTPS. C'est Camel Proxy qui va les recevoir. Dans la petite conf qu'on avait ici, et juste là, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, bah écoute, au niveau du proxy, le host, quand c'est pour camel.cmeya.io, tu rediriges ça sur le port 3000. Et donc, ce qu'il va faire ici, ok, ça vient de camel.cmeya.io, donc je redirige sur le port 3000 de l'application Rails. Donc c'est lui qui fait le passe-plat, qui va juste rediriger la requête ici. On voit si ça marche? Oui, ça marchait. Ça, c'est cool. Donc là, ce que je vous propose, c'est juste d'ouvrir un navigateur. Et donc ça, c'était en local, hein. Je ne vais pas tricher. Mais ici, j'ai un petit onglet avec kamal.cmeya.io. Et il est là, en espérant que la démo fonctionne. Donc ça, c'est déployé. Vous voyez, vraiment, j'ai rien fait. C'est 15 lignes, 3 commandes, et ça marche. Ok. Bon. Bah, est-ce que c'est fini? Pas tout à fait.
Pourquoi? Parce que du coup, il y a 15 lignes de config. Ouais, c'est déployé, c'est pas mal, ok. Mais est-ce que je suis vraiment obligé de faire du Rails du coup? Parce que c'est cool comme techno, mais est-ce que c'est vraiment que du Rails et c'est encore un truc de niche? Les gens du Rails, ils restent entre eux, tout ça? Non, pas du tout. Justement, et c'est le but de la démo, c'est de vous montrer qu'en fait, ça marche sur toute techno qui doit être déployée. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que, bah, en fait, c'est super agnostique de la techno en tant que telle, et l'outil marche vraiment très très bien. Chez Semeya, on fait à la fois du Rails, mais on fait aussi du Flask en Python. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on déploie une appli Python de la même manière. Donc on refait la même démo, pareil, ça va aller extrêmement vite. Hop. Donc là, le projet Flask est déjà préparé, on va quitter Rails. Le projet Flask est déjà démarré. Hop. Il est ici. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une app Python avec 2 pauvres routes qui sont là. Vraiment pas grand-chose. J'ai un Dockerfile qui permet de builder une image Flask avec le code dedans et qui démarre notre application Python. C'est tout ce qu'il y a. Avec une vue qui est là. Donc, ce qu'on va faire, de la même manière, on va faire un petit Camel init, et dans le bon dossier, Flask test. Camel init, comme pour le projet Rails, il génère ces 3 fichiers, donc enfin, un dossier et 2 autres fichiers. On a config deploy. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est... Les pizzas sont là. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est tout simplement de Camel Flask test. Je vais virer tous les commentaires pour voir exactement le nombre de lignes qui sont écrites et voir pour une autre techno, voir finalement exactement tout ce qui reste et à quel point c'est verbeux ou pas. Donc c'est Camel démo Flask. L'IP de la même manière, c'était 7. On enlève ça. Pareil, le proxy. Donc là, on va mettre un autre nom de domaine, comme ça on pourrait utiliser les deux sites. Donc là, ce sera Camel using flask.semeya.io. Et le port, du coup, c'est pas 3000 dans mon app Python. Ici, j'ai défini le port 5066. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. Les credentials, ce sera la même chose. Donc, le même ici. Tac. Merci. Tu auras le droit à 2 bières. Et côté SSH, la dernière config. Et a priori, on est bon. User, lui à page. Pardon, Paul. Vous suivez, c'est bien. Et on est bon. Donc ça tient sur 25 lignes. 24. Et donc là, j'ai une config qui a priori fonctionne. Il faut juste que, effectivement, je remette le secret ici. Il est déjà là. Magnifique. Donc, deuxième étape. Pas mal. Setup. Là, ça va refaire exactement ce qu'on avait vu avant. Ça va se connecter en SSH sur la machine distante. Ça va venir builder en local l'image Python, la push sur un registry, la récupérer sur la machine distante, et derrière, la démarrer. En parallèle de l'app Rails qui était là avant. Donc on devrait avoir les deux apps, et du coup les deux noms de domaine vont pointer vers la même machine. Donc là, en Python, ça va un peu plus vite parce qu'il y a vraiment très très peu de choses dans le projet. Vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on voit qu'il y avait des logins au début. Là, il procède au build de l'image. C'est fini. Il la push. Il la récupère déjà. C'est lancé. Terminé. Et là, du coup, si je vais sur, cette fois-ci, Camel Flask, ça fonctionne. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment, enfin, l'effet wow, il est quand même là la première fois, parce que pour ceux qui ont déjà déployé des choses, quand c'est pas sur Heroku, ce genre de truc, c'est quand même pas une galère, parce qu'il y a des outils qui marchent bien, il y a plein de choses pour ça, mais c'est pas 15 lignes de code, quoi. Et ça marche souvent pas du premier coup. Alors en vrai, ça n'a pas marché du premier coup quand j'ai fait les tests, hein. Ça marche jamais du premier coup. Mais en tout cas, c'est quand même assez cool, et dès que vous comprenez un peu le fonctionnement, bah, dès que vous le répliquez, franchement, ça marche vraiment très bien. Donc, si on résume un peu cette infra, comme je vous ai dit, on a une première app qui était là avec kamal.semia.io qui redirigeait sur le port 3000 de Rails. Ici, on a rajouté une app Flask à droite. Donc, quand je tape sur Camel using Flask à ce niveau-là,
ça le détecte au niveau du Camel Proxy, et donc du coup il redirige sur le port 5066, puisque c'est moi qui lui ai demandé pour cette URL. Voilà comment ça fonctionne. Ouais. Yes. Non, c'est en interne. Les ports sont pas exposés. Là, tu n'as d'ailleurs que le port 443 qui est exposé. Le reste, c'est vraiment que sur un réseau Docker interne. Donc, il n'y a rien d'exposé d'autre sur Internet. C'est vraiment le reverse proxy qui fait le frontal et qui, du coup, d'ailleurs répartit le trafic. Des fonctionnalités bonus qui viennent un peu avec ça. Je voulais pas montrer là, mais ça marche aussi avec des bases de données. Parce que bon, des apps Flask ou Rails, toutes seules comme ça, c'est mignon. Ça marche 5 minutes, mais en vrai, la réalité, c'est un peu plus complexe. Mais ça fonctionne aussi avec des bases, et si vous êtes intéressé, c'est notamment DHH qui a fait la vidéo de présentation avec une base de données. Donc je l'ai pas refait là, ce serait un peu redondant. N'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse, parce que ça marche bien, c'est assez pratique aussi. Un truc qui est cool, c'est aussi qu'il y a du déploiement zéro downtime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste que là, si j'ai envie, par exemple, on va faire le test juste après, si j'ai envie de changer un des titres, une page, et que vous déployez ça, en théorie, vous allez couper le serveur distant, relancer le nouveau. Ça occasionne 15, 20, 30 secondes de coupure, le temps de couper et de remettre l'ancien. Il se trouve que Kamal vient de manière implicite gérer ça complètement, ou plutôt que d'éteindre l'ancien container qui est déjà up, donc l'ancien serveur qui tourne, puis ensuite relancer le nouveau, il va garder l'ancien, lancer le nouveau, et basculer le trafic de l'un à l'autre. Et une fois que tout le trafic est passé, il supprime l'ancien. Ce qui fait qu'il n'y a strictement aucune coupure. Et ça, c'est pareil, pour ceux qui ont déjà bossé un petit peu sur ce genre de choses, souvent, c'est pas en 2 lignes de code que ça se fait. Il y a quand même un petit peu de travail, il y a des petites choses. Il y a plein de techniques qui permettent de le gérer très correctement. Mais là, du coup, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien à écrire, rien à activer, c'est par défaut. Je peux vous le montrer. On a eu de la chance sur les démos parce que là, tout marche, donc soyons fous. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas montré, mais du coup, c'est exactement ce qu'il y a là sur l'app Python, on le voit très bien. Tac. Sur l'app Python, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai une route slash, celle qu'on voit qui rend le HTML, et j'ai une route up qui renvoie 200. Et donc, du coup, dès lors que le nouveau serveur renvoie 200, il coupe l'ancien et il considère que tout est OK. Donc, on voit qu'on va modifier par exemple la Python. On va modifier là. Et donc, on va modifier ça. Les pizzas sont arrivées. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va juste faire un commit avec ça. Une petite update. Et derrière, on a juste à faire un Camel deploy. Ce Camel deploy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rebuilder l'app en local, l'envoyer sur le registry, la récupérer sur la VM et faire ce petit jeu de je monte la nouvelle image, le nouveau serveur, puis j'éteins l'ancien. Pour vous le prouver, ce qu'on peut essayer de faire, on va essayer de voir ça comme ça. J'ai une petite extension qui permet de mettre des auto-refresh. Et donc on va mettre un auto-refresh toutes les 0,1 seconde. Donc globalement, on va spammer la page. Donc là, on fait beaucoup de refresh. On peut le voir d'ailleurs. Je vais me connecter sur le serveur pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche. Donc tout ça, ça utilise Docker. Hein. Donc du coup, on peut retrouver tous les containers Docker. Ils sont tous là. Et donc en l'occurrence, la Flask, elle est ici. Et donc si je regarde les logs de cette app, ça va très vite. Il y a beaucoup de logs. Donc je vous demande pas de mensonge. À partir de là, donc on a ici le refresh qui est mis en place. Donc je vais juste lancer le Camel deploy et on va regarder le site web qui va se mettre à jour. Du coup, sans aucune erreur. Il n'y aura aucune erreur qui va intervenir. Juste à la limite pour vous montrer, si jamais il devait y avoir une erreur, à quoi ça ressemblerait. Je peux le faire de cette manière. Je vais le stopper. Pardon. Tac. Là, j'ai stoppé la Flask. Donc si du coup, j'essaie d'y aller dessus et que je la refresh, j'ai une 502. Donc l'écran bleu, on va pas le louper. S'il doit arriver, on va vraiment pas le louper. Donc, je vais le relancer. Tac. C'est revenu. Magnifique. Donc, Camel deploy. De la même manière, il va builder, il va faire tout ce qu'il faut. Et on va voir, normalement, ça prend une quinzaine, vingtaine de secondes. Donc c'est assez rapide. Donc là, pour le répéter, mais il va lancer la nouvelle app. Et une fois que la nouvelle app est bien up, il va supprimer l'ancienne. Et voilà. Et on n'a pas eu d'écran bleu, rien du tout. Donc
là, il n'y a vraiment eu aucune coupure entre l'ancien serveur et le nouveau. C'est vraiment géré nativement par Kamal, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, dans le sens où quand on lance des apps, souvent, il y a ce genre de coupure, et là, c'est vraiment gratuit, quoi. Et du coup, si on regarde ici, j'ai l'ancien qui doit être là, il doit être exited, exactement, il est ici. Il le supprime pas par défaut, mais dans la doc, c'est écrit l'inverse, mais c'est ce que j'ai vu, ouais. Mais normalement, il est censé le faire. Ouais. Mais il est censé le faire. Dans la doc, enfin, c'est écrit en tant que tel, mais. Exactement, exactement. Ouais, hier, j'ai bien joué avec, et il y en avait une vingtaine. Donc, mais oui. Ouais. Après, enfin, j'ai peut-être loupé quelque chose, hein. Je dirais pas, il y a peut-être une conf à mettre ou autre chose. Je vais pas tout explorer non plus. Bon, en tout cas, vous voyez, le déploiement zéro downtime, ça marche vraiment bien. Et, alors, comme on l'a vu là, Kamal, c'est basé sur Docker. Donc, en fait, toutes les features de Docker sont utilisables aussi à travers Kamal. Notamment, je pense au volume, ce genre de choses. Et du coup, ce qui fait que Kamal, c'est vraiment une extension, une surcouche un peu à Docker, qui vient faire plein d'autres choses. C'est un peu un power pack. Il y a un peu de Ansible qui vient installer du Docker. D'ailleurs, c'est du Docker pur, avec un proxy devant, etc., etc. C'est vraiment un power pack qui vient vous aider à faire plein de choses. Et notamment, derrière, vous pouvez utiliser vraiment les outils plus bas niveau que lui-même. Une des choses aussi, en tout cas moi qui m'intéresse, c'est que Kamal Proxy peut être remplacé par un autre reverse proxy. En fait, là ils viennent avec cette brique-là, Kamal Proxy. C'est cool, mais ça c'est une brique aussi créée du coup par Basecamp. Mais c'est tout neuf, c'est tout nouveau, et il y a plein de choses qui peuvent manquer. Quand je dis plein de choses qui peuvent manquer, c'est que par exemple pour la génération des certificats SSL, aujourd'hui il n'y a que les challenges HTTP, il n'y a pas de challenge DNS, et donc du coup ça c'est un truc qui peut manquer. Sur comment, pour être un poil plus clair, pour vous montrer un exemple, c'est qu'ici, dans ma config, je lui dis tu génères un certificat SSL pour kamalusingflask.semilla.io, et si j'avais envie de générer un certif pour tout.semilla.io, donc wildcard, ça c'est pas possible en l'état. Donc ça, mais c'est normal, c'est une erreur de jeunesse, enfin c'est pas une erreur de jeunesse, c'est juste que c'est un développement qui arrivera plus tard, très certainement. Mais c'est ça qui est un peu dommage, c'est que du coup, cette nouvelle brique, qui en l'occurrence marche très bien, on l'a vu avec du déploiement zéro downtime, etc., donc ça a l'air vraiment très prometteur, mais c'est encore plus jeune, donc il y a encore plein de choses à venir rattraper que les autres reverse proxy ont déjà. Et un serveur Discord très actif, donc ça c'est assez cool parce que du coup, tous les petits bugs, les petites choses qu'on peut repérer, dessus il y a du monde qui en parle. Mais alors quand même, on se fait plaisir sur les animations. L'essayer, c'est l'adopter ou pas. Comment est-ce qu'on gère les choses? J'ai osé ce titre à Guicheur. Maintenant, il faut répondre à la question. Je dirais qu'il ne faut pas se tromper d'outil. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé Kamal. Je trouve que c'est absolument parfait pour des développeurs qui connaissent peu le cloud. Donc, en gros, si votre but, enfin, notamment si vous êtes junior, mais si vous connaissez peu le cloud, et si c'est pas là où vous voulez vous développer le plus, Kamal, ça marche très bien, parce que franchement, dans les faits, enfin, je vous ai vraiment tout montré. Rien caché. Et donc, ça va très vite pour monter quelque chose, et vous avez une petite app en local, vous faites un petit projet perso, ce genre de petites choses, vous voulez pouvoir le déployer, ça va très vite. Ça marche vraiment bien. Notamment, vous pouvez prendre juste un serveur à quelques euros par mois, jusqu'à 10 balles par mois, par exemple, sur un truc chez OVH ou quelque chose comme ça. Vous pourrez avoir quasiment un nombre d'apps illimité dessus, pour des petits projets perso, et ça vous évite d'avoir 15 apéros coups qui vont s'empiler alors qu'il n'y a aucun trafic, et vous allez payer par contre les 5 euros par projet par mois. Et, voilà. Et surtout, étant donné que c'est agnostique du cloud provider, vous pouvez tout héberger en France. Ça, c'est quand même cool. C'est aussi très adapté pour du déploiement continu. Un truc que moi je trouve très cool, j'aurais bien aimé le tester et montrer en démo, mais c'est que là, ce qu'on a fait avec notamment cette petite update là de la vue Python, en soi, si je fais une GitHub action, par exemple, si j'ai mon repo sur GitHub et que je fais une GitHub action, et dès lors qu'il y a un merge, une branche, je fais juste un Kamal deploy. En fait, j'ai du déploiement automatique. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Disons que c'est une commande qui balance absolument tout et qui déploie sur un serveur. Donc désormais, pour faire du continuous development, c'est super simple pour ce genre de petits projets. Et donc il y a vraiment plein de petites features comme ça qui deviennent possibles vraiment sans trop de travail. Et enfin, forcément, ça facilite la mise à dispo d'une application sur Internet. Ça, c'est cool parce que dans des équipes tech, souvent, ça peut être quelque chose d'un peu challengeant. Et notamment,
moi je pense que on parle pas mal de platform engineering, de donner des outils aux développeurs pour qu'ils puissent faire des choses, déployer des choses eux-mêmes, et du coup être plus autonomes, un peu dans la philosophie DevOps, c'est que voilà, qu'il n'y ait pas que deux équipes séparées, ce genre de trucs. Bah, je pense, hein, j'ai l'impression que c'est vraiment un bon outil pour ça, pour des équipes qui n'ont pas trop de budget. Évidemment que bah, y en a qui connaissent Kubernetes ici. Kube, bah, c'est pareil, c'est parfait pour ça, mais c'est pas du tout la même complexité, c'est pas du tout la même. Enfin, disons que le coût à l'entrée est monstrueux sur Kube. Là, enfin voilà, c'est quelques commandes, quelques heures à passer sur la doc et c'est fini, quoi. Et c'est là où, pour des équipes où il n'y a pas forcément trop de budget, on a des petits serveurs, on veut pas forcément faire du Kube, bah, il suffit juste de donner une VM à chaque développeur, et chaque développeur peut déployer avec Kamal des trucs très facilement dessus, faire des petits POC, faire des petites choses. Et c'est une manière un peu de responsabiliser, donner un peu le pouvoir de déployer des choses aux devs de manière très simple, sans se prendre la tête. Donc ça, pareil, je pense qu'il y a pas mal de potentiel sur cet aspect-là. Après, ne pas se tromper d'outils, ça vient aussi avec le revers de la médaille. C'est que contrairement à un pass, bah là, c'est vous qui gérez une VM, donc c'est à vous de la sécuriser. La sécurité dépend de vous. Donc en l'occurrence, moi là, j'ai une VM sur laquelle il y a un truc qui tourne, il n'y a rien de sécurisé. Donc c'est quand même un peu le gros revers de la médaille, c'est que certes, c'est simple de déployer, on peut faire des choses cool, mais il y a quand même tout à sécuriser. Donc d'un côté, on a un truc qui abstrait le travail un peu de quelqu'un qui bosserait dans l'infra, qui est de déployer des choses, sécuriser, etc., etc. Mais de l'autre, en fait, ça reste quand même votre travail. Certes, Kamal simplifie beaucoup de choses. L'effet wow arrive en 15 secondes, comme on l'a vu. C'est très simple de déployer. Mais derrière, pour que ça parte en prod, si tenté, on imagine de déployer un truc comme ça en prod, il y a quand même tout à sécuriser derrière. Donc c'est pas non plus magique. Ça reste un outil vraiment très cool pour faire des déploiements, des POC, je pense, mais clairement pas pour de la prod. En tout cas, enfin, ça peut l'être pour de la prod, mais avec beaucoup plus de travail derrière. Et du coup, on perd un peu ce truc magique de en 15 secondes c'est déployé et let's go. Kamal Proxy, Another One. Il y a déjà beaucoup de proxys sur le marché. Enfin, je pense notamment à Kadi, Traffic, Nginx et ce genre de choses. Encore un, moi je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a déjà des choses sur le marché, on aurait pu prendre ça et justement réussir à revenir à ce niveau de fluidité, de simplicité avec ce qui existe. Donc c'est un peu dommage de réinventer la roue une fois de plus. Car en l'état c'est encore très limité, mais encore une fois c'est tout jeune, donc c'est normal aussi. Un jeune projet, donc forcément une doc assez légère, qui manque plein de trucs, mais c'est normal et en vrai ça s'utilise quand même très bien. Donc, mais enfin j'ai envie de dire c'est un peu comme tout l'écosystème Rails, c'est qu'il y a, enfin ça grandit très vite. Donc c'est pour ça là ce que je vous dis là, c'est un outil qui a même pas 2 ans, donc c'est quand même chouette de voir où c'en est arrivé. Pour être honnête, pour vous donner mon avis, moi j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai vu un peu la présentation de DHH dessus, j'étais vraiment pas du tout séduit. Je trouvais, enfin, encore un outil qui faisait la même chose parce qu'il y en a pas mal hein, qui essaient de faire ça. J'étais très peu convaincu et en fait c'est en l'utilisant où j'ai vraiment compris l'intérêt. Et donc pour une fois, je trouve que DHH on a mis beaucoup sur la com, mais en tout cas je trouve que le message, enfin, moi en tout cas j'avais vraiment pas compris tel quel. Et c'est en l'utilisant que j'ai commencé à comprendre vraiment les bénéfices et ce à quoi ça pourrait servir au quotidien. Et en vrai je trouve ça vraiment cool. Mais encore une fois, c'est pour du POC. Enfin moi je vais vraiment ça pour du POC, pour des équipes de dev, pour faire des petits tests. De là à venir en prod avec ça, puisque c'est le message de DHH, hein. Eux, ils utilisent ça déjà en prod chez eux. Euh, c'est eux qui le développent, donc c'est plus simple. Mais je pense qu'il y a quand même un énorme gap. Voilà, merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. La question est est-ce que on peut supprimer facilement Kamal Proxy pour mettre un autre, type Kadi ou quoi que ce soit? J'ai pas essayé, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas essayé. Il y a une discussion Twitter, enfin pas mal de discussions Twitter autour de tout ça, où justement il y avait le créateur de Kadi et DHH qui discutaient à ce propos. Et a priori, oui, normalement, c'est pas trop complexe de virer Kamal Proxy, mais en tout cas, ce que ça va faire, c'est qu'on va quand même perdre en feature. Typiquement, le blue-green deployment, enfin, sans downtime, ce genre de choses, ça vient avec Kamal Proxy et donc on perd une partie d'intégration. Ce qui est un peu dommage, puisque c'est ça qui permet de tout fluidifier. Donc si on perd un peu cet intérêt, qu'est-ce qui reste? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Je l'ai pas testé, je pourrais pas dire. Donc la question est, est-ce que ça supporte un bastion SSH? Je pense que oui. J'ai pas testé, mais je pense que oui. Puisque dans la conf SSH, tu dois pouvoir passer un proxy et ça doit marcher. Est-ce que Kamal supporte plusieurs serveurs? La réponse est clairement oui. Tu peux en mettre globalement autant que tu veux. Le Kamal proxy, lui, il absorbera tout ce que je lui donne.
J'ai pas vu de test de charge dessus, mais bon, j'imagine que ça reste un proxy, c'est assez léger. Et après, oui, tout dépend de ta VM. Ok, à table?